Bonjour Barbara Hendricks. Bonjour. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté cet entretien avec TV5 Monde, une interview réalisée par Skype en raison de cette situation exceptionnelle de pandémie. Alors vous êtes à Stockholm en Suède et vous qui chantez sur les plus grandes scènes internationales face à des publics du monde entier, eh bien vous allez vendredi prochain, dans quelques jours, vous prêter à un exercice totalement inédit. Vous allez faire un concert en ligne avec vos musiciens, mais dans une salle totalement vide. C'est un concert que vous faites au bénéfice de l'UNHCR, hein, je rappelle, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous êtes engagé auprès des Nations Unies depuis 30 ans. Est-ce que réaliser un concert de cette façon, est-ce que c'est pour vous le début d'un nouveau monde? Oh, ça, c'est difficile de savoir si ça va continuer, combien de temps ça va continuer comme ça. Mais l'idée de faire ce concert était vraiment pour le besoin qui est là pour les réfugiés dans cette situation. Parce que c'est un peu inédit pour tout le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est incertain. On a peur. En ce moment où je demande, mes petits-enfants, ils vont retourner quand à l'école. Euh, et, euh, et quand j'ai commencé de sentir c'est irréel, cette situation est réelle, je dis, mais et les réfugiés, qu'est-ce qu'ils sont? Parce que leur vie est toujours incertaine quand ils sont enfuis, avant d'avoir trouvé une solution. Ils se demandent aussi les mêmes questions, les enfants et l'école, c'est pour quand? Et quand des amis m'ont proposé de faire ce concert, je lui ai dit oui, je vais le faire, mais je vais le faire pour le HCR parce que, bon, le besoin est là, mais aussi pour, si je peux faire en sorte que les gens peuvent imaginer plus facilement le sentiment d'un réfugié. Mais vous qui aimez vous produire devant un public, parce que vous parlez de cette interaction avec le public, est-ce que vous redoutez un peu de chanter devant cette salle vide? Moi, ça sera un peu comme de faire un enregistrement. Parce que j'essaie, pendant l'enregistrement, euh, d'avoir exactement le même effet que si la personne qui écoute le disque est assise au milieu de la salle. Je crois que je dois utiliser mon imagination, mais seulement, même pas seulement au milieu de la salle, mais derrière moi. On va voir comment Comment ça ça va se va passer? exactement. Alors, vous venez de parler de cet avenir incertain pour les plus vulnérables, hein, pour les réfugiés. On va revenir sur la question des réfugiés, mais vous citez aussi vos petits-enfants. Vous êtes inquiète pour les générations futures de ce que nous vivons aujourd'hui? Moi, je ne veux pas vivre avec ce sentiment d'être inquiet parce que eux, ils vivent les choses différemment. Moi, je sais comment les choses étaient dans le passé. J'ai la chance de faire partie de cette génération après-guerre qui qui a eu beaucoup de prospérité, beaucoup de possibilités de faire des choses. Moi, je me souviens même que aux États-Unis, j'ai terminé l'école dans une école ségrégée dans l'Arkansas, mais quand même, mes espoirs pour l'avenir de trouver du travail, il n'y avait pas de souci, on allait tous trouver le travail. Aussi, je crois que ma génération a eu une telle chance de profiter de ces années de paix. Malgré, Oui. voilà, malgré le fait d'être né et d'avoir grandi dans une Amérique ségrégationniste, vous gardez ce message d'optimisme. Mais vendredi, vous avez choisi d'interpréter The Road to Freedom, ces chansons de blues et de gospel qui ont accompagné le mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60 aux États-Unis, justement pour mettre fin à la ségrégation. Et il était bien sûr question alors de se battre pour la liberté et l'égalité. Et pourquoi avez-vous choisi ce répertoire pour ce concert, Barbara Hendricks? Parce que le message de ce concert, c'est le message de Martin Luther King, c'est le message d'amour
de solidarité, de générosité et, et aussi les droits humains, de vivre ensemble. La lutte ne termine pas. Je crois que des fois, après avoir gagné un peu certaines luttes pour les droits, on a un peu trop tendance de faire la fête et d'oublier que oui, faire la fête, oui, il faut le faire, mais la lutte continue. Mais est-ce que vous pensez que la solidarité des pays riches envers les plus pauvres va être présente alors que ces grandes puissances économiques sont elles-mêmes en difficulté dans le cadre de cette pandémie? Est-ce que vous y croyez, vous, à cette solidarité des plus riches envers les plus pauvres? Oui, parce que je le vois dans la vie de tous les jours, les gens qui sont en train d'aider les autres. Pas tout le monde, mais ça existe. Et je crois qu'on a besoin d'une personne qui tend la main. Parce que on ne peut pas continuer si on perd cette solidarité. Quelle vie, je dis quelle vie pour mes petits-enfants. Je crois trop dans l'humanité pour penser qu'ils vont vivre dans un monde comme ça. Mais on a la pandémie, mais il y a des guerres qui continuent. On a aussi le climat, ça continue. On a tellement de défis et on peut trouver des solutions seulement en travaillant ensemble. Et je crois que pendant ces lockdowns, que les gens réalisent l'importance de toucher l'autre, d'être touché, et quelle importance, on voit maintenant, on fait des choses essentielles, que les choses, et les gens qui travaillent, qui font le travail essentiel. Et il faut les remercier tous les jours parce que les soignants, les gens qui nettoient, les livreurs, il faut les remercier et aussi avoir un pensée aux gens qui perdent leurs proches, qui ont des proches qui sont à l'hôpital. Il ne peut pas même parler des fois par téléphone, mais pas prendre la main pour les derniers souffles. On réalise ce qui est vraiment important dans la vie, les valeurs, les principes. Moi, j'espère qu'on va regarder le début. Il faut commencer maintenant, penser le après pandémie différemment. Maintenant, j'ai FaceTime et je parle un peu avec j'ai trois petits-fils. Le plus petit, il a 1 an. Mais comme j'ai envie de le prendre dans mes bras, et c'est ça qui est essentiel. Et, Et vous ne pouvez pas. oui, je peux parce qu'il est en Suisse et moi, je ne peux pas voyager. Je suis dans cette tranche d'âge qui est à risque. Et je crois que je l'ai eu. J'ai perdu l'odorat pendant 2 semaines, mais je n'étais pas très malade. Mais pour le moment, je ne veux pas prendre un test parce que je suis à la campagne sur une île, pas vraiment à Stockholm. Et ce n'est pas si facile d'aller voir. Je ne sais même pas si le test existe pour savoir si on a des anticorps ou non. Mais en tout cas, comme je suis à risque, je ne peux pas voyager. Donc, vous nous confirmez que vous avez eu le Covid-19, pas diagnostiqué, mais que vous avez eu tous les symptômes? Oui, j'ai eu quelques symptômes, oui. Ouais. Mais heureusement, c'était modéré. Mais comment on sait rien de tout sur cette maladie? Il a tellement de questions. Je crois que c'est bien de rester un peu prudent. Alors, au cours de vos missions d'ambassadrice auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, vous avez visité de nombreux camps de réfugiés, que ce soit en Afrique, en Asie. Vous connaissez le quotidien des réfugiés. Ce sont des zones généralement surpeuplées avec une forte densité humaine et où l'accès à l'eau n'est pas vraiment facile. C'est parce que vous connaissez bien ces terrains-là que vous êtes inquiète aujourd'hui. Vous dites qu'il y a une urgence que l'on s'occupe de ces populations. Oui, parce qu'il faut essayer d'éviter ces catastrophes dans les camps de réfugiés. Et juste avec la possibilité de laver des mains, d'avoir des savons qui n'existent pas aussi, ils sont dans les pays pauvres. 80% de tous les réfugiés et des gens déplacés internement sont dans les pays pauvres aussi. Et même les gens autour n'ont pas les moyens
de laver les mains chaque fois qu'il faut. Et si on peut ajouter à les besoins qu'on a, la possibilité juste pour les gens de laver les mains, d'essayer de le protéger peut-être avec un masque, oui, ça peut nous aider à éviter vraiment une grande catastrophe. La peur de la propagation du virus, Barbara Hendricks, a provoqué la fermeture des frontières. L'accueil des réfugiés n'est pas vraiment l'une des priorités des États dans de nombreux pays, et ici même en Europe, hein, même si elle n'a jamais été vraiment une des priorités. Redoutez-vous que la question des réfugiés ne s'impose plus du tout dans l'agenda des gouvernements? J'espère que non, parce que les pandémies ne abordent pas du tout les lois. Tous les pays qui ont signé les conventions pour les réfugiés, les deux conventions, ils ont les mêmes devoirs qu'avant la pandémie. Et moi, nous, on les demandé de respecter et de respecter que quand les réfugiés sont chez eux, qu'ils ont les mêmes droits à la santé que les autres. Et je crois qu'il faut respecter tous les lois, toutes les conventions qu'on a signées, et c'est simple. Respectez ce que vous avez signé. C'est un appel que vous lancez au gouvernement du monde entier, Oui, ça. oui, oui. Parce qu'on voit la même chose dans nos sociétés. On voit que si on n'aide pas les plus vulnérables, ça retourne sur nous. La meilleure façon de nous aider, c'est d'aider tout le monde. Et je crois que ça, c'est la même chose avec les réfugiés, avec les migrants, avec les plus vulnérables dans nos sociétés. Alors, vous êtes né, je le disais, vous avez grandi aux États-Unis. Aujourd'hui, ce pays est celui qui totalise le plus grand nombre de victimes, hein. Le bilan est assez terrible, plus de 90 000 morts. Barack Obama, l'ancien président, ne s'est pas privé pour dire ce qu'il pensait de la gestion, hein, de la crise sanitaire par son successeur, Donald Trump. Il a parlé d'une gestion chaotique, absolue. Il a laissé entendre le mot d'irresponsabilité. Il a eu raison, Barack Obama, de prendre la parole sur la gestion de cette crise sanitaire par Donald Trump? Moi, je trouve qu'il était assez diplomate. Ah, oui, parce que catastrophe, oui, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que c'est égoïste. Je voudrais peut-être évoquer la communauté afro-américaine aux États-Unis qui est très impactée par le Covid-19. Elle est surreprésentée parmi le nombre des victimes. Cette communauté, elle est souvent au front, hein, avec des petits métiers qu'elle occupe. Cet impact sur la communauté afro-américaine du Covid-19, est-ce que pour vous, elle est le reflet des inégalités aussi qui frappent toujours la population là-bas? Totalement. L'inégalité si sont les gens qui sont le moins couverts par le healthcare, l'Obamacare. Assurance santé. Oui, aussi, des fois, ils habitent dans les régions ou même dans les supermarchés. On ne trouve même pas les légumes et les fruits. On trouve des chips, des choses qui sont vraiment pas bien pour la santé. Mais sont des gens qui ont une énorme force. Parce que sinon, on n'aurait pas pu résister jusqu'à aujourd'hui. Une énorme force. Et cette force vient, à mon avis, en tout cas, dans mon cas, de cette musique que je chante dans ce programme, The Road to Freedom. Stay on freedom. I'm walking and talking with my mind. Staying on freedom. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ils ont transformé les paroles des chants qu'on avait chantés à l'église comme I woke up this morning with my mind on freedom. Et je me suis réveillée ce matin avec l'idée de la liberté dans mon esprit. Mais c'était avant avec c'était Jésus. My mind on Jesus. Mais
quand je chante cette musique et quand je l'ai chantée enfant dans l'église de mon père, la force d'être ensemble malgré la difficulté de la vie est extraordinaire. Et on ne peut pas être vaincu. Quand on a, c'est au-dessus de la religion. C'est en tout cas quelque chose qui me donne beaucoup de force. Et c'est pour ça que ce programme, pour moi, aujourd'hui, est quelque chose que je trouve nécessaire. Et les paroles de Martin Luther King sur l'amour et la nécessité de voir l'autre comme un être humain, pas à haïr, mais d'aimer, c'est très, très fort. Et je crois que mon envie de partager ça pour nous donner un peu la force aux gens, et je vais voir si ça passe par l'écran comme dans la salle. Comme dans la salle. J'espère. Alors peut-être deux petites dernières questions. Vous parlez de la force d'être ensemble. La culture symbolise beaucoup cette force d'être ensemble dans les théâtres, dans les salles de concert, dans les cinémas, au musée. Est-ce que vous pensez que les dirigeants du monde ont pris conscience que la culture était quelque chose qu'il fallait soutenir dans les mois, les années qui vont venir suite à cette pandémie? J'espère, parce que pour moi, c'était toujours quelque chose qui est nécessaire. Je dis la culture, c'est aussi nécessaire que l'art et l'air qu'on respire, que l'eau. On a besoin de ça parce que ça, c'est l'expression de notre condition humaine. Et on a besoin de le partager avec les autres. Et on l'a beaucoup vu pendant le confinement, et notamment ici en France, mais dans d'autres pays, beaucoup d'artistes partageaient leur art via le numérique, via Internet. Qu'est-ce que ça apporte, le chant, la musique, dans une période comme celle-ci? Oui, quand je dis, moi, j'ai eu cette expérience enfant, ça me donne beaucoup de force. Ça me dit que je ne suis pas seule, que nous ne sommes pas seuls, nous sommes ensemble. Bon, moi, je peux imaginer que pendant les guerres, il avait très peu il avait certaines salles de théâtre pendant la guerre qui étaient ouvertes, mais pas comme... et après que les gens qui sont allés vers le cinéma, vers les théâtres, on voit comment c'est nécessaire, qu'on a besoin. On a besoin de prendre la main de quelqu'un d'autre, de sentir, de vibrer ensemble, quelque chose qui nous rappelle qu'on fait partie tous de cette même famille et de l'humanité. On a besoin, l'art est nécessaire et pour la vie. C'est des très jolis mots de fin. Peut-être cette dernière question, parce que vous parlez tellement magnifiquement cette langue française. Vous avez vécu 10 ans à Paris, vous avez vécu en Suisse. Et vous rappelez souvent cette petite phrase que vos enfants disent. Ils vous félicitent de parler bien la francophonie. Nous sommes sur la chaîne de la francophonie, TV5 Monde. Oui, c'est mon fils qui... parce que, bon, je fais des fautes. Et mon fils, il parle très, très bien. Bon, remarquez. Et bon, il m'a dit, mais maman, c'était très bien, mais tu parles très bien la francophonie. Oui, je connais cette chaîne, je l'ai regardée souvent et je suis très fière de faire partie de la francophonie. Merci infiniment, Barbara Hendricks, d'avoir accepté de répondre à ces questions. On vous souhaite un très grand succès pour ce concert que vous donnez vendredi en ligne, hein, et dont l'intégralité des recettes, je le rappelle, sera versée au Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies, qui a besoin de cet argent pour aider les populations à lutter contre cette pandémie. Au revoir, Barbara. Au revoir. Eh bien, à bientôt, j'espère en studio. Oui, j'espère très, très rapidement en studio, et hâte de vous entendre vendredi. Merci beaucoup.